Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Question d'actu. On l'appelait le plan de la dernière chance. Le cessez-le-feu de Gaza tient encore, mais il ne tient qu'à un fil. D'un côté, on a une exigence de désarmement total que le Hamas rejette en bloc. De l'autre, une extension territoriale israélienne. À Gaza, le bilan humanitaire donne le vertige, avec une réduction de près de 10% de la population, une crise alimentaire sans précédent et 80% des infrastructures ne sont plus que des souvenirs. Derrière les poignées de main diplomatiques de cette fin d'année, la paix n'a jamais semblé aussi proche dans les discours et aussi fragile sur le terrain. Le plan de paix soutenu par Donald Trump doit entrer dans sa deuxième phase, mais sur le terrain, la méfiance est totale. Alors que la pression internationale sur le Premier ministre israélien s'accentue et que même Washington avait fait part de son agacement quant au blocage de plusieurs dossiers, Trump et Netanyahou ont affiché une proximité suite à leur rencontre ce lundi à Floride. L'occasion pour Donald Trump de menacer le Hamas de lourdes conséquences en cas de non-désarmement. Trump a aussi exprimé l'espoir que la reconstruction de Gaza puisse commencer prochainement. Mais il n'était pas question que de Gaza. La menace que représente l'Iran avec son programme nucléaire a également été soulevée. Trump a évoqué également la possibilité que Netanyahou renégocie avec le nouveau président syrien après les récentes frappes israéliennes contre le Hezbollah à la frontière syrienne. Décembre 2025 marquera-t-il le tournant définitif du conflit israélo-palestinien? Peut-on construire la paix sur des ruines? Entre l'optimisme affiché des dirigeants et les rapports alarmants de l'OMS, retour sur les points de bascule d'une année qui a redessiné la carte du Moyen-Orient. Et enfin, justement, faire le bilan de cette année ce soir avec mes invités ici présents. D'abord, Zakaria Abou-Dahab, vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir à vous. Bonsoir, chère Madame Ramlichi, et très bonne année. Merci, merci. On espère que les perspectives seront bonnes cette année. Monsieur Yassine Yassieoui, également avec nous depuis Lyon. Vous êtes secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Puis avec nous également Monsieur Hicham Moueltadid, vous êtes expert en stratégie politique. Vous êtes avec nous depuis Vancouver. Bonsoir. Merci pour l'invitation, madame. C'est toujours un plaisir. Merci de l'avoir accepté. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous également. Alors, je commence avec vous, monsieur Abou-Dahab. Quand on parle de cette question épineuse et qui fait mal au cœur, celle de Gaza, cette guerre qui dure depuis un peu plus de 2 ans maintenant, je dirais, quel bilan, quelles avancées en cette année 2025? Retour donc sur cette année, sur la situation. Absolument, un bilan qui est mitigé, il est vrai, il était désastreux. La dimension humanitaire, elle est là. Elle nous rappelle malheureusement la précarité dans laquelle se trouvent les Palestiniens, notamment les Gazaouis, les enfants en particulier, ceux qui meurent même de froid, avec des intempéries et tous les rapports dressés ou les constats faits par les organisations humanitaires, que ce soit l'UNICEF, l'UNRWA, même si elle n'est pas encore opérationnelle, n'a pas été rétablie, mais on pourrait évidemment suivre ces déclarations, les déclarations des responsables. Il y avait un espoir à Sharm el-Sheikh, évidemment, en Égypte, à partir de fin septembre, début octobre, à travers ce plan entre guillemets de paix de M. Donald Trump. Il faut le dire, il a essayé tant bien que mal d'apaiser la tension, mais également que la guerre cesse. Et effectivement, il y a eu ce plan en plusieurs points qui a été acté, validé. Première étape, puis deuxième étape. Première étape achevée, c'est l'échange des otages et des corps presque, aussi. Il en manque un, mais absolument, on y est voilà. presque. Tout à fait. C'est-à-dire à 98%, on peut dire qu'il a atteint ses objectifs. Le problème, c'est la complexité au niveau de la seconde phase. Et certainement, nous allons y revenir parce qu'il s'agit de désarmer le Hamas, il s'agit de détruire les tunnels, il s'agit également pour l'armée israélienne de se retirer. On peut se mettre d'accord, on peut plutôt revenir à la zone exactement dans laquelle devrait se trouver désormais l'armée israélienne. De toutes les façons, c'est un peu mitigé jusqu'à aujourd'hui. On ne peut dire que finalement les hostilités ont cessé complètement. Il y a de l'entêtement. Il y a peut-être chaque partie campe sur ses positions.
Il y a également cette rencontre entre M. Netanyahou et Donald Trump, j'allais dire yesterday, hier, pour essayer un peu de sauver l'accord de M. Trump, mais on pourrait peut-être revenir à certains détails techniques. On va revenir sur tous ces éléments que vous avez évoqués d'ailleurs. Monsieur Lietioui, donc justement, on parle d'une trêve fragile actuellement. Je vous le disais, un cessez-le-feu qui a été décrété en octobre, qui ne tient qu'à un fil. Est-ce qu'on peut parler réellement d'une pause qui a été, on va dire, instaurée depuis octobre ou pas du tout? C'est un cessez-le-feu limité, c'est un cessez-le-feu qui est très, très, très fragile. C'est une pause, mais c'est une pause qui a des guillemets vraiment très, très fins, parce que tout simplement, le cessez-le-feu qui permettait donc l'échange d'otages et également un certain flux d'aide humanitaire, mais en fait, il s'est avéré vraiment extrêmement temporaire, avec des résurgences d'opérations donc militaires qui ont été observées, mais une reprise cependant de violence malgré les accords de trêve. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que malgré les pauses qu'il y a eu, par exemple, tout au long de l'année 2025, la mortalité sur le territoire palestinien est encore trop élevée et injustement élevée. Parce que quand on voit que des centaines de morts ont été encore enregistrés pendant les périodes de cessez-le-feu, durant cette année 2025 qui va bientôt se terminer. On parle près de 400 morts presque depuis octobre. Absolument, plus de 400 décès depuis le début de la trêve, donc en octobre 2025. Malgré donc cet accord, il y a quand même donc des doutes de se dire vraiment, est-ce que c'est une pause ou est-ce que désormais Israël profite de cette pause pour avoir des frappes un peu plus ciblées et donc bafouer cet accord. Et puis il y a quelque chose également d'important à mettre en avant, c'est que cette trêve, elle doit aussi s'observer face aux réalités du terrain. Et les réalités du terrain, c'est que 90% des maisons, des installations sanitaires, des écoles et des réseaux d'adduction d'eau ont été endommagés, ou détruits. Cette destruction et le fait qu'il y a véritablement une catastrophe humanitaire qui se déroule sur le territoire palestinien montre qu'il y a une urgence, parce que désormais nous atteignons une période hivernale qui est rude au sein de cette région où les températures peuvent être très très basses. Et de cette crise humanitaire, il peut y avoir encore une multiplicité d'autres crises sanitaires qui peuvent également se profiler. Donc l'urgence, c'est que cette pause, elle soit véritablement installée pour que le secteur de la santé retrouve un semblant d'efficience, un semblant d'efficacité par rapport à cette catastrophe qui se multiplie depuis plusieurs mois, malheureusement. Un semblant de trêve face à une réalité du terrain tout autre. Monsieur Mouatadi, justement, comme le disait à l'instant Monsieur Lietioui et puis Monsieur Aboudahab également, nous sommes face à une situation humanitaire sans précédent, une crise de plus en plus préoccupante et que tout le monde dénonce, la communauté internationale la dénonce. On ajoute à cette crise le froid, les inondations, catastrophes naturelles. Dans quel état est aujourd'hui le peuple palestinien ? Je pense qu'il faut le mentionner d'abord, il faut le dire, comme vos invités l'ont déjà mis en avant, clairement que la guerre n'a pas pris fin depuis en fait les accords pour une pause tactique, mais il s'agit seulement en fait d'une forme qui a changé sur le terrain. Ensuite, les trêves en fait observées relèvent davantage d'un calcul tactique que d'une voie ou d'une volonté de paix. Et en réalité, les capacités militaires restent intactes de part et de l'autre. Donc, on parle d'une pause opérationnelle, pas d'une escalade stratégique, ce qui a en fait eu un impact encore plus énorme sur la situation et le contexte où ils vivent en fait le peuple palestinien. Par conséquent, la population civile reste exposée à une violence structurelle, encore plus dans le cadre de la situation du climat où vivent actuellement en fait les Palestiniens. Au final, la guerre s'installe dans la durée sous une intensité variable, et à cela s'ajoutent les conditions qui ne sont pas humanitaires,
où ils vivent l'ensemble de cette population. Concrètement, le froid, comme vous l'avez mentionné, les inondations et l'effondrement des structures aggravent la catastrophe. Et en fait, l'accès à l'eau, aussi pour le mentionner, à l'électricité et aux soins demeure extrêmement très limité, ce qui aggrave que ce soit le côté en fait sanitaire de la population, mais aussi le déroulement habituel de la gestion de la chose publique ou politique sur le terrain. Par ailleurs, l'aide humanitaire ne circule ni librement ni régulièrement, et aussi cette dimension a été probablement utilisée stratégiquement par l'armée israélienne pour ses calculs stratégiques sur le terrain. Souvent, elle est conditionnée par des considérations sécuritaires ou politiques. Ainsi, l'urgence humanitaire est gérée, mais jamais résolue. Ou au moins, en fait, il y avait des tentations de part et d'autre pour, avec l'intervention, bien évidemment, d'un certain nombre d'acteurs internationaux pour qu'ils puissent vraiment au moins atténuer un peu la situation sur le terrain. Finalement, l'humanitaire devient en fait un outil de gestion de crise, mais pas une solution. C'est ce qui nous montre en fait l'image en fait d'ensemble sur ce qui se passe en Palestine et dans cette région du globe. Concernant en fait la crise humanitaire aussi, chaque camp instrumentalise en fait la souffrance civile pour renforcer sa position, que ce soit politique ou même en fait des négociations et des collaborations avec des acteurs dans la région et à l'international. Et la communauté internationale réagit davantage sous pression émotionnelle que stratégique. Donc il faut donner beaucoup plus en fait d'importance à cette dimension stratégique pour arriver à la situation, à une solution en fait stratégique et qui est vraiment possible en fait sur le terrain et non pas faire des réactions sous pression émotionnelle et laisser en fait la situation passer d'un angle émotionnel. Et en pratique en fait on parle en fait que l'aide sert aussi à négocier, à conditionner, à contraindre. C'est ce qu'on a observé de la part en fait des Israéliens qui ont essayé vraiment de mettre ou d'utiliser en fait cette carte dans le cadre des négociations avec l'ensemble des parties. Donc je peux dire que cela affaiblit la crédibilité du système international, car l'ensemble en fait de la situation, notamment dans sa dimension humanitaire, est beaucoup plus géré sous une pression émotionnelle que stratégique, et il faut changer de cap pour qu'il soit vraiment géré beaucoup plus et davantage stratégiquement que émotionnellement par rapport à la situation. Le système international de moins en moins crédible. Vous parlez aussi d'instrumentaliser la souffrance civile, une guerre qui semble s'installer aujourd'hui dans le temps, dans des conditions, on va dire, inhumaines, invivables. Monsieur Abou Dahab, justement, quid de l'acheminement de l'aide humanitaire ? Une aide qui est aujourd'hui également instrumentalisée. Tout à fait. Au moins, il y a eu une levée partielle, une sorte de blocus, parce que les aides parvenaient à dose homéopathique, ne parvenaient pas réellement à couvrir les besoins, réellement pas en termes de nourriture, mais également de médicaments. On s'en souvient, la question de la vaccination des enfants. En particulier, il faut parler des couvertures, des tentes, etc. Ceci dit, au moins, il y a partiellement une sorte de levée de ce blocus par l'armée, il est vrai, israélienne, par interposition aussi d'autres acteurs comme le Croissant Rouge palestinien. Et on sait très bien combien, entre autres, le Maroc avait aussi contribué à l'acheminement de ce genre d'aide, notamment par voie terrestre. Ça, c'est le plus important. Néanmoins, d'après beaucoup d'organismes, d'ONG, de terrain, de témoins, que les aides ne sont pas du tout suffisantes par rapport à la réalité de terrain. Je voudrais quand même aussi rappeler une chose importante, c'est qu'Israël avait claqué la porte à certains organismes d'aide humanitaire comme l'UNRWA. Et à l'époque, il a été remplacé, cet organisme, par une sorte de fondation américano-israélienne qui s'occupait précisément de faire parvenir l'aide à ses destinataires. Néanmoins, nous avons remarqué que même de ce point de vue, l'armée israélienne n'a pas lésiné sur les moyens pour tirer sur les récipiendaires de cette aide humanitaire, ce qui pose des questions sur le plan de la sécurité même de l'acheminement des aides humanitaires. Ceci dit, malheureusement, le scénario, il est extrêmement gris, pour ne pas dire noir. En tout cas, je ne brosse pas un tableau qui est pessimiste, mais c'est la réalité de terrain. Quand on observe aujourd'hui, encore une fois, les inondations, le froid énorme qui s'installe, les enfants, quand bien même il y a des efforts pour rendre les enfants à l'école, la scolarisation des enfants, nous avons quand même remarqué,
pour atténuer un peu les propos, réouverture de certains commerces au niveau de la bande de Gaza. Évidemment, il ne faut pas oublier ce qui se passe au niveau de la Cisjordanie, ni Al-Quds Sharif, Jérusalem-Est, parce qu'il faut prendre quand même le territoire palestinien comme étant une donnée totale. Oui. Absolument, parce qu'il y a destruction des constructions des Palestiniennes. Il y a également extension des colonies et donc de l'occupation, quand bien même il y a eu des États qui se sont rebiffés, notamment européens en particulier, je pense même le Japon en fait partie, il y a 14 États exactement qui ont adopté une déclaration dans laquelle ils condamnent l'État israélien à propos de l'extension des colonies. Donc, ce qui fait que nous avons énormément d'aspects liés au reliquat de cette guerre qui a éclaté à partir du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que la trêve est installée tant bien que mal. Néanmoins, il y a d'autres questions aussi fondamentales qu'il faudra attaquer. Un tableau pessimiste mesuré, on va dire. Oui. Monsieur Dietzi, oui, on va revenir sur cette rencontre qui a eu justement ce lundi entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou en Floride. Quels enjeux, qu'est-ce qui ressort de cette rencontre finalement ? L'enjeu et le ressort de cette rencontre entre les deux chefs d'État montre à tel point que le calendrier en fait de 2026 montre une priorité sur cette question donc israélo-palestinienne, parce qu'il y a cette crise humanitaire qui s'installe, mais il y a aussi une crise politique intérieure profonde aussi qui se met en place, parce que n'oublions pas par exemple les élections législatives en Israël qui se déroulera à l'automne 2026, au mois d'octobre prochain. Il y a également une affaire nationale aussi avec Donald Trump et la question des midterms qui se déroulera aussi à l'automne 2026, au mois de novembre prochain, où la seconde moitié de son mandat sera décisif parce qu'il espère à tout prix garder une majorité au sein du camp parlementaire afin de pouvoir continuer à appuyer son idéologie et créer donc un certain héritage à la fin de son mandat pour par exemple un certain J. Evans. Et cette question donc israélo-palestinienne, elle est sur la priorité de l'ardoise diplomatique des deux chefs d'État, parce qu'il y a des promesses en fait qui ont été mises en place au sein des deux. Du côté israélien, il y a une volonté de Benjamin Netanyahou de rester au pouvoir parce qu'il y a bon nombre d'affaires politico-médiatiques qui ont été à son encontre durant ces derniers mois et qui pourraient le mettre à mal, énormément en difficulté s'il n'est plus le Premier ministre. Il pourrait avoir vraiment une affaire judiciaire et des affaires judiciaires qui pourraient le mettre en énorme difficulté, et tout en sachant qu'en plus qu'au sein de la Knesset, sa majorité est très, 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 très fine. Et pour Donald Trump, il y a cette volonté également d'être encore cet acteur de paix. Tout ce langage politique, tout ce langage également au sein de sa campagne présidentielle lors des dernières élections, où il souhaitait vraiment être l'acteur de paix international et mettre enfin une fin digne et une fin légitime au sein donc de cet agenda diplomatique. Pour l'instant, on en est encore très loin. Donc, pour la rencontre d'hier, elle a placé uniquement des perspectives sur l'année 2026, mais sans véritable action concrète, parce que désormais, il va falloir aussi se poser la question sur l'autorité donc palestinienne, la réforme de sa gouvernance, comment elle va se structurer, avec donc un départ aussi de Mahmoud Abbas qui devrait aussi se dérouler au sein de cette année 2026. Donc, comment l'autorité palestinienne va se structurer, va s'organiser. Et puis, je sais qu'on en parlera également tout à l'heure, c'est la question du Hamas. Est-ce qu'elle va être dans une question de désarmement ou est-ce qu'elle va continuer à être une structure politico-partisane importante au sein de la société civile palestinienne? Il faudra voir le soutien militaire de l'Iran, mais également le soutien politique du Qatar sur cette question-là du Hamas. Donc ça va être très très intéressant à voir ces prochains mois pour l'avenir, espérons, digne du peuple palestinien.
Un désarmement certainement sous condition, en tout cas une rencontre, vous l'avez dit, qui place des perspectives, qui reste décisive pour la suite de ce processus de paix. On a un Donald Trump qui veut accélérer la mise en œuvre de la deuxième phase de ce plan. Alors, Monsieur Mu'tadid, est-ce que ce plan est toujours réalisable selon vous, au vu de la situation actuelle sur le terrain ? En fait, ça dépend d'abord des intentions de ceux qui veulent le mettre en place, en vigueur sur le terrain. Ensuite, en fait, de la possibilité aussi opérationnelle, logistique et des calculs politiques. Et je pense qu'il y a une volonté internationale, en fait, notamment, c'est-à-dire guidée par l'administration américaine et en la personne de Donald Trump, pour faire vraiment avancer ce plan, mais à condition que tous les acteurs respectent en fait la vision américaine en collaboration avec leurs partenaires à l'international pour qu'ils puissent mettre en œuvre ce plan. Et on l'a tous en fait observé en fait lors de la rencontre Trump et Netanyahu. Il s'agissait d'une rencontre à forte portée stratégique. Et aussi, si on peut le dire, l'esprit en fait de cette rencontre met en avant en fait des conditions qui sont très difficiles à mon sens aujourd'hui pour que la deuxième partie de plan soit réalisable parce qu'il y a ce qu'on appelle un durcissement politique de part comme d'autre pour qu'ils puissent se mettre d'accord ou rapprocher la vision afin qu'ils se mettent d'accord sur une feuille de route réalisable, concrète, mais aussi qui répond aux attentes de chaque partie. Et il ne faut pas l'oublier, en fait, que cette relation entre Trump et Netanyahu reste très symbolique dans la mise en place de cette deuxième partie, dans cette deuxième partie du plan. Et c'est ce que le président américain a mis en avant, en fait, pour demander à Hamas de se désarmer avant vraiment que la mise en place de ce deuxième plan prend forme et soit réalisable sur le terrain. Mais de l'autre côté, le Hamas réaffirme qu'il ne renoncera pas à ses armes tant que l'occupation persiste. Et les Israéliens aussi ne sont pas prêts jusqu'à présent, ou au moins n'ont pas donné d'indice à ce qu'ils soient prêts à renoncer à l'occupation en fait demandée de la part de la part en fait du groupe Hamas. Or, cette position ferme toute perspective de normalisation politique qui pourrait faciliter la mise en place de ce deuxième plan. Et en conséquence, elle justifie la poursuite en fait de la pression militaire israélienne d'un côté, mais aussi d'une certaine affirmation de la part de Hamas pour qu'ils puissent vraiment à leur sens de garantir une dignité politique, mais aussi un gain politique suite à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et en conséquence, elle justifie en fait la poursuite de la pression militaire israélienne, de plus l'incapacité en fait à restituer le dernier otage affaibli sa crédibilité internationale dans un sens au niveau de la communauté internationale. Ainsi, le Hamas apparaît à la fois comme un acteur central et un obstacle majeur dans les yeux en fait de l'administration américaine, mais aussi des Israéliens. Et au fond, il est prisonnier en fait de sa logistique militaire fondatrice, et cela a mis un peu la mise en place de cette deuxième partie du plan un peu difficile parce qu'il y a ce qu'on appelle un écart entre les deux visions, que ce soit de la vision de celle du gouvernement israélien, mais aussi de la part de Hamas, et encore plus avec la pression qu'exercent les Américains sur ces deux acteurs dans la région. Deux visions contradictoires, vous l'avez dit, le Hamas qui est aujourd'hui un acteur central est aussi un obstacle à la mise en œuvre de ce plan de paix. Monsieur Yatioui parlait tout à l'heure de Donald Trump qui voulait être un acteur de la paix. Il y avait cette volonté américaine aujourd'hui de pouvoir finalement parvenir à une paix dans cette région du Moyen-Orient. Tout de même, avec cette rencontre qui a eu récemment, donc ce lundi, on a vu aussi une entente, M. Abu Dahab, affichée entre Netanyahou et M. Trump, un durcissement aussi de la politique et des propos qui ont été énoncés, comme l'a dit M. Mu'tadid. Dans ce contexte, avec le Hamas qui refuse aujourd'hui le désarmement sans
qu'il y ait d'autres conditions, enfin, il exige des garanties, ce qui est tout à fait normal. Alors, on a l'impression d'être dans une impasse finalement. Il y a cette volonté de parvenir à un accord et enfin à la paix, mais en même temps, la situation sur le terrain et les actions, les dernières actions qu'on voit récentes et les propos qui ont été énoncés mènent plus vers la tension que vers l'apaisement. Je pense qu'il faut voir le problème dans sa globalité. Parce que la question palestinienne, c'est une question qui est complexe et historiquement parlant. C'est une question qui remonte aux années 40 avec ce partage, hélas, qui n'a pas pu favoriser la création d'un État palestinien qui préexistait. Nolens volens, comme on dit, à l'État israélien reconnu en mai 48. Ça, c'est important. Et au-delà, parce qu'il y a des questions encore qui n'ont pas été résolues en réalité, non pas couvertes par l'accord du cessez-le-feu. Ce n'est pas un accord de paix global. Le retour des réfugiés palestiniens, la diaspora palestinienne, par exemple. La question du démantèlement des colonies israéliennes. Je peux évoquer la question du mur israélien qui a été érigé illégalement et qu'un avis consultatif de 2004 de la CIJ avait évidemment rejeté. Ça reste un avis consultatif. Le Hamas n'est qu'une partie de la résistance palestinienne. Il ne faut pas oublier que quand on parle de la résistance palestinienne, ce n'est pas seulement que le Hamas, qui certes a été peut-être pointé du doigt le 7 octobre 2023 d'avoir mené cette offensive, mais par ailleurs, il y a d'autres factions palestiniennes. À cela s'ajoutent les ramifications, si vous voulez, de la résistance palestinienne, les appuis extérieurs ou externes. J'ai parlé de la complexité. On ne peut pas traiter de la question palestinienne de façon globale, sans résoudre la question, par exemple, du Golan syrien, la question libanaise avec le Hezbollah, la question iranienne. L'Iran aussi, oui. On sait très bien que M. Donald Trump récemment a menacé encore ce pays de frappe au cas où il désirerait de retrouver ses capacités de production potentielle de la bombe nucléaire, etc. Maintenant, concernant le Hamas, je pense qu'il a raison aussi de revendiquer des garanties de la part de la communauté internationale. Par exemple, la question de la force de stabilisation, parce qu'elle est prévue dans le cadre de ce plan de paix, entre guillemets, de M. Donald Trump. La composition du Conseil de paix, d'une part des technocrates palestiniens. L'administration Trump ne voudrait pas voir des figures, par exemple, du Hamas, ça va de soi, avec d'autres personnalités internationales. Je pense que même M. Tony Blair, à un moment donné, a été proposé. Toutefois, il y a eu une réaction négative de la part de la plupart des pays arabes. Mais M. Trump dit que le Conseil de paix est ouvert à tous les pays, premièrement, qui voudraient y participer, mais qui montrent une disposition à contribuer, même financièrement. Le Hamas, dans tout ça, a le droit aussi, il me semble bien, de garantir un retrait définitif de l'armée israélienne. N'oublions pas que la bande de Gaza a été sous embargo depuis pratiquement 2006 ou 2007 jusqu'à récemment. Il n'y a pas d'accès à la mer, il y a un blocus alimentaire. Donc, ce qui fait qu'il faut peut-être prendre en considération cette dimension de la complexité, mais en même temps dire que chacun doit assumer sa responsabilité. Je voudrais aussi ajouter un dernier point, Mme Khemnichi, c'est qu'il y a eu une demande de la part des Israéliens de créer, je pense que c'était la Knesset et l'opposition, une commission d'enquête pour s'arrêter exactement sur les raisons et les failles de l'armée et tout le dispositif sécuritaire israélien par rapport à ce qui s'est passé. Alors que Netanyahou, avec sa coalition, refuse et ils ont préféré, où elle a préféré l'équipe gouvernementale, créer une commission ad hoc associée ou adossée au gouvernement pour fuir les responsabilités. Donc on voit très bien qu'il y a pas mal de questions encore fondamentales non résolues. Le problème ne va pas être résolu par la démilitarisation, le démantèlement du dispositif militaire du Hamas, mais les garanties. Encore faut-il qu'il veuille. Encore faut-il. Voilà, qu'il veuille. et la création d'un État palestinien avec les frontières de juin 67 et avec pour capitale Quds Sharif, c'est-à-dire Jérusalem-Est. C'est ça la question fondamentale. Donc ça rend difficile l'application de ce plan de paix proposé par Donald Trump actuellement. Monsieur Lietioui, Donald Trump qui dit avoir l'espoir de voir Gaza commencer à se reconstruire. Peut-on parler de reconstruction sans stabilité politique? Et puis cette reconstruction a un coût aussi. Et il est élevé, on parle de 67 milliards de dollars. Bien sûr. En fait, il omet
en premier lieu déjà le vide institutionnel palestinien en 2025. Parce que par exemple, la Banque mondiale souligne qu'en 2025, l'autorité donc palestinienne ne contrôle plus que partiellement donc la Cisjordanie et n'exerce aucune autorité à Gaza depuis 2007. Donc ça, c'est un fait important. Et donc, sans autorité centrale légitime, sans aucun processus de désarmement, sans également une réintégration d'un corpus également politique important, comme par exemple, je trouve qu'il est dommageable de ne pas mettre sous le processus de négociation la mise en libération de Marwan Barghouti, qui est une figure importante de la vie politique palestinienne, qui est emprisonné dans les geôles israéliennes depuis maintenant avril 2002, et qu'il est l'une des seules figures politiques palestiniennes qui pourrait créer une réconciliation nationale entre le Fatah et le Hamas et créer comme ça une base essentielle de négociation afin d'avoir une reconstruction non pas partielle de la Palestine, mais enfin une reconstruction avec une vision, avec un programme politique et puis également une stabilité régionale, comme l'a très bien dit le professeur Abou Dahab, avec la question centrale aussi de la capitale, avec Jérusalem-Est. Mais donc, qui va financer cette reconstruction? La question se pose aussi. Le financement palestinien, on sait que ce financement est très... Donald Trump est très intéressé par les monarchies du Golfe. On sait que, par exemple, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis souhaitent également s'installer autour de cette question donc de la reconstruction de Gaza. Mais si les monarchies du Golfe s'installent au sein de cette reconstruction, elles ont besoin aussi de garanties de stabilité et garanties également de perspectives de reconstruction et également d'un assainissement de la situation au sein de la région. Donc en fait, la question de la reconstruction avec le coût financier doit bien évidemment avoir lieu au cours de l'année 2026, mais sans programmation politique, sans institutionnalisation de la société civile et sans un échiquier politique palestinien sur lequel l'ensemble de la communauté internationale peut enfin échanger, structurer et planifier cette reconstruction, malheureusement, en fait, on arrivera à ce que l'on appelle un vide institutionnel qui est présent depuis un peu trop d'années. Une reconstruction sans stabilité politique vouée donc à l'échec. Monsieur Moatiadi, n'est-il pas donc temps aujourd'hui que la communauté internationale peut-être prenne ses responsabilités par rapport à ce qui se passe ? Je pense que oui, la communauté internationale devrait prendre sa part de responsabilité et il devrait le faire en fait depuis longtemps, depuis plusieurs années, mais encore plus et avec une grande nécessité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la situation s'aggrave encore plus, la population souffre encore plus, les acteurs n'ont pas le même équilibre en fait en termes de rapport de force dans la région, donc ce qui prive en fait des acteurs pour défendre leurs intérêts, que ce soit politiques mais aussi stratégiques dans la région. Donc c'est un temps crucial pour la communauté internationale pour qu'ils puissent intervenir avec bonne foi, fermeté, avec respect au droit international, aux mœurs de la politique internationale, mais aussi avec grand respect à la mémoire du processus historique, en fait, de ce dossier qui a duré longtemps, en fait, et qui a fait souffrir des générations, et fait souffrir, en fait, des acteurs, mais aussi fait souffrir un ensemble d'esprits, en fait, qui sont directement liés à cette région géographique, en fait, de la planète. Donc, c'est un appel, en fait, à la communauté internationale pour qu'ils puissent vraiment intervenir avec une certaine exigence en fait qui respecte les règles de l'art dans le règlement de ce genre en fait de conflits de différents politiques dans la région et parce que il y a un grand manquement qui a été observé
en termes de présence, mais aussi en termes de sérieux politique et d'engagement en fait juridique pour régler cette situation. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, gouverner et reconstruire en fait cette partie, comme vous l'avez mentionné, reste un défi colossal, non seulement pour les acteurs en place, mais aussi pour l'engagement de la communauté internationale qui ne fait pas sa part dans ce dossier. D'abord, aucune autorité politique consensuelle n'est prête à prendre le relais, et cela vraiment soulève plusieurs questions. Ensuite, l'autorité en fait palestinienne reste affaiblie, comme on l'observe tous, malgré les plans annoncés, et pourtant elle est présentée comme un acteur clé du jour où, d'après en fait ce qui s'est passé. Mais reconstruire son stabilité et sécurité est voué à l'échec, comme vous l'avez mentionné. Donc, du fait, les 65 ou les 65 pardon ou les 67 milliards annoncés posent plus de questions aujourd'hui que de réponses, avec l'absence d'une certaine volonté sérieuse de la part de la communauté internationale. Et en résumé, je peux dire que reconstruire sans solution politique revient à reconstruire l'instabilité, notamment l'absence de cette en fait bonne volonté de la communauté internationale, notamment dans le cadre de ce dossier en fait qui est plein d'enjeux et qui devrait être résolu avec le respect bien évidemment du processus historique et de la mémoire de la région. Un appel donc de la communauté à la communauté internationale pour qu'elle prenne ses propres responsabilités. Vous l'avez dit, aujourd'hui il existe un vide politique, une autorité palestinienne très affaiblie. Et dans ce contexte, M. Abou Dahab, on a Israël qui étend ses colonies. On est à 210 colonies aujourd'hui contre 141 en 2022. Une avancée fulgurante, inquiétante. Quelle réaction et quelles sanctions aussi ? Vu qu'on est en train de parler de cette communauté internationale et de son rôle, quelles sanctions vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui ? Malheureusement, nous sommes dans l'incantation, comme on dit, du droit incantatoire, déclaratoire, les résolutions adoptées notamment par l'Assemblée générale et tout l'historique depuis le déclenchement de ce conflit, malheureusement, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Cette question revient comme un leitmotiv. Néanmoins, sur le plan opérationnel, il n'y a pas eu de sanctions directes prises par des puissances internationales ou des intégrations. Néanmoins, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il y a des effets adverses. C'est-à-dire des États européens, notamment l'Espagne, entre autres. On peut parler de l'Irlande, on peut parler de la France. On peut parler des États qui condamnent déjà. Voilà, ça d'une part. Deuxièmement, que l'Union européenne est prête. Récemment, ça a été déclaré par la responsable de la politique étrangère hier, qui est en même temps vice-présidente de la Commission européenne, que l'UE est prête à contribuer réellement, je pense, à tout programme ou de projet d'installation d'une police palestinienne. Et donc ça renvoie à l'existence de cet État, sur le plan réel, ce qui n'est pas rien. Néanmoins, le grand problème, il n'est pas seulement lié à l'extension des colonies, ou de la colonisation, mais c'est de l'occupation, au dire même des Palestiniens eux-mêmes. À cela s'ajoute autre considération, ce sont les destructions sans permis de destruction des maisons des Palestiniens, sous prétexte que ces derniers ou ces dernières ne respectent pas le permis d'habiter. Vous disiez tout à l'heure 80% des infrastructures, c'est énorme, c'est incroyable, n'existe plus. Au vu et au su de la communauté internationale. Certains, même ici, quand nous étions avec participation de Palestiniens, à midi 1 même, qui disent que, par exemple, la question des checkpoints, les contrôles en sortant de la maison pour aller à mon poste de travail, les contrôles, mais c'est incroyable. Donc, ce qui fait qu'en l'absence de mesures opérationnelles effectives, soit sous forme de sanctions économiques ou autres prises par des pays, y compris peut-être des pays arabes ou des pays européens, je ne pense pas que le gouvernement actuel de M. Netanyahou puisse s'arrêter et cesser son appétit d'extension, d'agrandissement de ces colonies qui sont, normalement, du point de vue du droit international, nul et non avenu. Malheureusement, sur le plan réel, ce sont les Palestiniens qui en font les frais. Il y a eu un durcissement de ton de la part de Washington, mais suite à cette dernière rencontre, on voit une entente affichée aussi. Donc, comment doit être perçu ce message ? Alors, l'équipe de M. Donald Trump, il s'est adressé à ses conseillers, y compris à Jared Kushner, qui est là, Witkoff et les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de tactiques politiques et tout à l'heure, je pense que ce soit si Yassine Yatiwi, que ce soit si Mu'tadid, ont rappelé
le fait que M. Donald Trump lui-même va être apprécié au regard de son bilan en midterm en novembre 2026. Et donc lui-même, il doit un peu atténuer les propos, sachant bien que le lobby israélien est juif de façon générale. Aux États-Unis, il est puissant, il contrôle énormément de choses. Par conséquent, ce sont des flux et des reflux sur le plan politique. C'est comme une sorte de partie de ping-pong. Et par conséquent, si mesure opérationnelle doit être prise, il faut que M. Donald Trump le dise ouvertement. Néanmoins, cela nous renvoie à une question plus complexe, c'est la nature du système politique américain. Ce n'est pas seulement le président qui gouverne, c'est les autres institutions, c'est le Congrès, ce sont les forces économiques, les multinationales, les lobbies. Lui-même, il est contraint, pour ne pas dire obligé, de composer avec ces multiples forces pour en même temps essayer de parvenir à la réalisation de son projet de paix, entre guillemets. Ça va de soi. Néanmoins, la réalité de terrain, et je pense, est plus forte et que parfois même Israël prend des décisions sans prendre l'aval des États-Unis. Et donc, c'est une question peut-être que parfois on pourrait apprécier sous l'angle de la souveraineté de cet État. On en revient à cette complexité du conflit Absolument. Qui finalement a de multiples facettes. Absolument. Monsieur Liattioui, quel scénario pour un nouveau processus politique pour vous, selon vous ? Le processus politique, il s'installera sur le fait qu'il doit avoir des mécanismes aussi coercitifs dans le plan de paix. Il doit avoir vraiment un mécanisme qui permettrait des sanctions automatiques en cas de non-respect, ce qui amènerait une force et une légitimité du plan encore plus poussée. Et il y aurait également une question essentielle, c'est bien évidemment la question du dossier de Jérusalem, la question également des frontières, parce que cela reste juridiquement et politiquement totalement bloqué depuis Oslo, depuis le début des années 90. Donc il va falloir vraiment aussi mettre cela autour de la table. Et puis il y a également des puissances médiatrices qui n'ont pas été encore utilisées dans une exploitation totale. C'est par exemple le cas du Maroc, qui pourrait vraiment s'installer en tant que force médiatrice diplomatique, parce qu'elle est à la fois écoutée et respectée des deux camps, et étant donné également la légitimité historique et institutionnelle avec le comité El-Quds présidé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, cela permettrait également d'avoir d'autres propositions diplomatiques, un agenda également au cours de l'année 2026 qui sera plus diversifié, et essayer également d'avoir vraiment des perspectives concrètes et de terrain qui permettraient vraiment un assainissement déjà de la région, et de par cet assainissement de la région, il pourrait ensuite avoir des perspectives macroéconomiques afin de relancer également une intégration économique de cette région dans le marché économique mondial, étant donné sa géostratégie immensément importante, par exemple avec la mer Méditerranée, ou même au sein donc de l'ensemble de la région proche et Moyen-Orient, qui est immensément importante, parce qu'on le voit qu'il y a également à côté la reconstruction syrienne qui se déroule désormais depuis plusieurs mois, et la reconstruction syrienne se fera de manière paisible s'il y a aussi un assainissement au sein de la question israélo-palestinienne. Donc, amenons également l'ensemble de ces dossiers autour d'une seule et même table. Ne multiplions pas les sommets pour multiplier les sommets, mais créons un véritable agenda politique au cours de l'année 2026 pour qu'il y ait des solutions de terrain concrètes. Le Maroc qui joue son rôle en continuant à apporter un soutien total et entier au peuple palestinien, à la Palestine, et qui continue de plaider, à appeler à une solution à deux États qui, pour le Maroc, reste la seule et unique solution possible de sortie de crise pour ce conflit. Monsieur Mouatadid, nous avons Monsieur Liattioui qui reste un peu plus optimiste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la mise en œuvre, en tout cas, de ce plan de paix qui, pour Monsieur Liattioui, semble encore réalisable. Quelle perspective 2026 pour vous? Quel agenda, justement, l'année prochaine? J'espère en fait que les choses en fait
soit beaucoup plus bénéfique pour les acteurs dans la région pour qu'ils puissent trouver ou arriver à un point vraiment de compromis afin qu'ils font avancer les choses parce que en fin de compte, c'est les populations qui ont payé davantage en fait le prix dans le cadre de ces rapports de force entre les acteurs dans la région. D'abord, aucun retour au statu quo d'avant-guerre n'est possible, à mon sens. Ensuite, la solution à 2 États reste officiellement soutenue, mais pratiquement minée aujourd'hui avec ce qu'on observe dans les pourparlers à l'international concernant en fait ce dossier épineux. Et dans les faits, aucune alternative crédible n'émerge aussi. C'est ce qui fait en fait ce qui me ramène jusqu'à certains points à une vision beaucoup plus pessimiste par rapport à ce qui va se passer. Ça ne serait que dans les semaines au mois à venir concernant la mise en place de ce plan ou cette deuxième partie du plan de la Maison Blanche. Donc, le risque est une conflictualité chronique lorsqu'on parle de la situation, à moins qu'un nouveau cadre politique international soit imposé avec une bonne volonté qui respecte, comme je le dis toujours, la mémoire en fait de la région et de cette partie du globe. Sinon, la paix durable restera un horizon lointain. Depuis 1942, comme l'a mentionné le professeur Abu Dahab, mais j'espère qu'une conscience sérieuse internationale portée par des acteurs qui sont vraiment sérieux dans leurs engagements pour qu'ils puissent au moins aider les acteurs dans la région à trouver un point de rencontre de vision politique pour que, notamment et surtout, les populations dans la région trouvent finalement la paix. Ça ne serait qu'une paix, un minimum de paix en fait, qui respecte leur être de citoyenneté dans la région pour que la solution des 2 États soit ou voit le jour le plus rapidement possible pour qu'on en finisse avec ce conflit dans la région. Et cette paix durable est-elle encore possible, Monsieur Abu Dahab? Tout à l'heure, Monsieur Yassioui, et vous-même, vous avez parlé de grands rendez-vous attendus. On a les midterms, on a les élections en Israël qui devraient se tenir entre novembre, octobre prochain. Est-ce qu'il peut y avoir un point de bascule à ce moment-là? Alors, comme on dit, le pessimiste craint la tempête, l'optimiste espère des vents favorables, le réaliste ajuste les voiles. Et mes collègues sont tous des réalistes. Il faut espérer, diplomatiquement parlant, qu'il y ait enclenchement d'une dynamique pour permettre de sortir de l'impasse, il est vrai, dans laquelle se trouve aujourd'hui ce conflit qui a duré il y a longtemps et qui est un reliquat du passé, il faut le dire, mais qui est, si vous voulez, la clé de compréhension de la problématique moyen-orientale. On l'a dit tout à l'heure, il y a des questions connexes. Regardez, les Américains ont attaqué ce qui reste de l'État islamique en Syrie. Il y a également des éléments parfois qui mettent en danger la sécurité des Syriens. La question libanaise n'est pas résolue non plus, c'est-à-dire l'intégration du Hezbollah dans la normalité, dans la régularité de l'armée officielle. Par extension, il y a des conséquences lointaines au niveau du Yémen même, de la question moyen-orientale, évidemment quid de l'Iran et j'en passe. Je pense que le Maroc a toujours plaidé une approche long-termiste, en même temps qui soit ancrée sur des considérations humanitaires, mais en même temps qui entrevoit la possibilité d'enclencher un débat global entre Palestiniens, mais aussi entre Arabes, musulmans et Israéliens. Et il n'y a pas de paix en dehors de ce schéma-là. Je suis tout à fait d'accord, mais Yassine, quand il a dit qu'il faut préconiser des mécanismes de coercition. L'ONU en est dotée, et donc la charte de l'ONU pourrait être mobilisée. Évidemment, cela dépend de l'attitude américaine. Automatiques, mais oui, il faut espérer, mais il faut prendre aussi le taureau par les cornes. Merci à vous, Monsieur Zakaria Abu Dahab. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir. C'est réciproque, Madame Rebléchi. Merci à vous également, Monsieur Yassine Yathiewi. Je rappelle que vous êtes chercheur associé, secrétaire général à Neige Maroc. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci et bonne fin d'année à tout le monde. Merci également et merci à vous également, Monsieur Hicham Mouatadid. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie politique. Vous étiez avec nous depuis Vancouver. C'était un plaisir de vous avoir avec nous comme invité ce soir. Le plaisir est partagé, Madame Khmouji. C'est la fin de questions d'actu pour ce soir. On se retrouve demain. Je vous souhaite une très bonne soirée.